et je serai impitoyable. Je l'ai assommé. Tu n'as pas le cran de faire ce que je vais te dire de faire. Comme ça, j'ai dit quoi? Débarrasse-toi de tous demain. Le monde de la finance est rempli de géants de l'investissement et du trading. Mais qui parmi ces titans peut vraiment être considéré comme le plus grand de tous les temps? Certains diraient que Warren Buffett est le roi de l'investissement, avec des rendements annuels qui ont doublé ceux du S&P 500 pendant près de 6 décennies. Ou peut-être est-ce le millionnaire Dogecoin qui a transformé 181 000 en près de 3 millions une légende. Mais si nous jugeons les investisseurs par leur rendement et la régularité de ces rendements, il y a un homme qui se distingue dans une catégorie à part. Jim Simons, professeur de mathématiques, a quitté le décryptage des codes soviétiques pour se consacrer au marché financier. Depuis le lancement de son fonds en 1988, il a obtenu près de 40% de rendement annualisé après frais, soit plus de 250 fois ceux de Warren Buffett sur la même période. Renaissance. Technology a généré plus de 100 milliards de dollars de profit depuis sa création. Le plus surprenant, même les employés ignorent comment. C'est l'entreprise la plus secrète de la finance, au point que ses concurrents hésitent à en parler. Pourquoi tant de secrets? Il en cache un qui l'a aidé à devenir le plus grand investisseur de tous les temps. Mon père a accepté le poste, mais il ne l'aimait pas vraiment. Très jeune, Jim apprend une leçon essentielle. Fais ce que tu veux, pas ce que les autres attendent. Il reste déterminé à suivre sa passion, manipuler les chiffres qui l'ont toujours fasciné. Les mathématiques étaient-elles quelque chose de naturel pour toi? Oui, c'était naturel et j'ai toujours aimé. À 14 ans, il travaille dans un magasin de jardinage pour gagner de l'argent de poche. Lorsque son travail à temps partiel se termine, les propriétaires demandent au jeune Silverback quels sont ses projets pour l'avenir. « Je veux étudier les mathématiques au Massachusetts Institute of Technology », en répond-il. Les deux propriétaires éclatent de rire. Le gars qui ne savait même pas où mettre le fumier de mouton va devenir mathématicien au Massachusetts Institute of Technology. Mais Simons ne se laisse pas perturber par l'opinion des chimpanzés à la cervelle lisse. Il a une confiance naturelle en ses capacités, il sait de quoi il est capable et il est déterminé à se prouver qu'il a raison. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Jim atteint son objectif et est accepté au Massachusetts Institute of Technology. Il s'épanouit dans ses cours et les autres étudiants viennent lui demander de l'aide. Il obtient son diplôme à l'âge de 20 ans, mais au lieu de s'inscrire immédiatement en école doctorale, sa soif d'aventure le pousse à mettre ses projets en pause. Il croit qu'il y a plus dans la vie que la routine quotidienne. Jim dit à son ami qu'il veut accomplir quelque chose d'historique, qu'il désire l'aventure et veut vivre plus de choses avant de se consacrer à la vie académique. Simons et ses amis entament le voyage de leur vie. Le Mexique, puis l'Amérique du Sud. Arrivé au Mexique, ils rencontrent une famille prévenant les chats des bandits locaux. Ils achètent une arme à feu et sont presque obligés de s'en servir lorsqu'ils sont encerclés par un groupe de 50 hommes en colère, dont certains brandissent des machettes. Heureusement, ils échappent à la mort lorsqu'ils sont arrêtés et mis en prison pour une journée. Heureux d'être sains et saufs, les garçons quittent la ville et continuent leur voyage en Amérique du Sud. Après l'Amérique du Sud, Simons prépare un doctorat à Berkeley. Durant ses études, Jim épouse sa première femme. Le couple reçoit 5 000 $ en cadeau de mariage. Je venais de me marier avec 5 000 $ en poche. Grâce au cadeau de mariage, alors ma femme et moi avons décidé de l'investir. Simon souhaite faire fructifier son argent et achète des actions dans une agence Merrill Lynch proche. La valeur de son investissement ne bouge presque pas et Simons commence à s'ennuyer. Il demande à son courtier s'il a plus excitant à négocier. Il a dit que vous devriez essayer le soja. Un jeu à risque élevé et récompense importante. Toujours prêt à risquer, il achète 2 contrats à terme.
Il reçoit une récompense et gagne plusieurs milliers de dollars. J'ai acheté 2 contrats de soja et effectivement, dans les jours qui ont suivi, ils ont vraiment grimpé et j'étais bien en avance. Cependant, Simmons ne vend pas et le prix chute. Il s'en sort tout juste à l'équilibre. Au lieu de se sentir comme un trader déçu de Wall Street Bets, Simmons devient fasciné par les marchés. Il commence à suivre quotidiennement les prix des actions et des matières premières. Il se met aussi à trader à l'instinct, au lieu d'utiliser les bénéfices des entreprises et les fondamentaux comme la plupart des autres investisseurs. Cependant, ce passe-temps devient trop prenant, car sa femme tombe enceinte et il travaille encore sur sa thèse de doctorat. Il abandonne donc le trading à contre-cœur, mais les marchés resteront toujours dans un coin de son esprit. Le trading m'intéressait toujours. Il restait dans un coin de ma tête. Simmons se remet à ses études et décroche son doctorat à 23 ans. Il enseigne d'abord au Massachusetts Institute of Technology, puis à Harvard. Mais Simmons se désillusionne comme universitaire et veut plus que l'enseignement et la recherche. Simmons veut influencer le monde et sait que l'argent donne du pouvoir. Un pouvoir lui permettant de façonner le monde à sa guise. Pour satisfaire sa soif d'aventure, Simmons quitte son poste à Harvard pour rejoindre l'Institute for Defense Analysis, ou le célèbre Institute for Defense Analysis. L'Institute for Defense Analysis embauche des mathématiciens pour aider la National Security Agency à détecter et décrypter les codes soviétiques. Bien qu'il se soit écoulé des décennies depuis que l'Institute for Defense Analysis a réussi à casser un code soviétique, c'est exactement le genre de défi que Simmons attendait avec impatience. Vous pouviez consacrer la moitié de votre temps à vos recherches en mathématiques, l'autre à leurs projets, et ils payaient très bien. Il commence à créer des algorithmes pour trouver des motifs dans les codes soviétiques. Bientôt, lui et ses collègues découvrent une faille dans un message soviétique. L'Institute for Defense Analysis parvient à exploiter cette découverte et à casser d'autres codes, un accomplissement majeur pour Bateman, le déchiffreur de code. Dans son rôle à l'Institute for Defense Analysis, il profite d'une grande flexibilité et liberté. Simmons utilise cette liberté pour décrypter le marché boursier. Lui et 3 collègues créent un nouveau système de trading boursier. Ils publient un document interne classifié pour l'IDA, intitulé Modèle probabiliste pour et prédiction du comportement du marché boursier. Le quatuor de déchiffrement affirmait que leur méthode de trading pouvait générer des rendements annualisés d'au moins 50%. Le groupe d'apprentis sorciers des marchés imagine que leurs transactions se feraient dans des conditions idéales, comme sans commission. Bien que leur document comportait d'importantes failles, il admettait que des schémas exploitables existaient dans le mouvement apparemment aléatoire des prix des actifs. Des connaissances que Simmons utiliserait bientôt pour amasser sa fortune. Durant le passage de Jim à l'IDA, les protestations contre la guerre du Vietnam se propagent. Les manifestants harcèlent le bureau de l'IDA où il travaille. Ils saccagent le bâtiment, jettent des œufs sur les voitures des employés et crient sur le personnel. Simmons, sachant que ses collègues ne soutiennent pas la guerre, veut expliquer aux manifestants qu'ils n'y contribuent pas. Interviewé par le journal, il explique qu'ils font surtout des mathématiques toute la journée. En ce moment, je fais surtout des maths et après la guerre, je ferai leur truc. Simmons informe rapidement son patron après la publication de l'entretien. J'ai dit à mon patron local que j'avais donné cette interview. Il m'a demandé ce que j'avais dit, je lui ai raconté, puis il a dit qu'il devait appeler Taylor. Il a appelé Taylor, ça a pris 10 minutes et j'ai été viré 5 minutes après. Et avec ça, le père de 3 enfants de 29 ans se retrouve au chômage. Simmons se tourmente à propos des chemins possibles qu'il peut emprunter à partir d'ici. Il hésite à intégrer une banque d'investissement pour vendre des obligations convertibles. Il n'aime pas l'idée d'enseigner pour le reste de sa vie. Lorsqu'on lui demande quel est son emploi idéal, Simmons répond qu'il aimerait présider un grand département de mathématiques, mais il pense qu'il est trop jeune et qu'il ne connaît pas les bonnes personnes. Grâce à ses relations, son ami permet à Simmons de devenir président du département de mathématiques à l'université Stony Brook à New York. Stony Brook était réputé pour ses problèmes de drogue, mais cherche quelqu'un pour changer cette image. Simmons accepte l'offre car il bénéficie d'une grande flexibilité et de la liberté
de développer le département de mathématiques. Simon finira par utiliser les compétences qu'il acquiert à Stony Brook en constituant une équipe de mathématiciens compétents pour créer une équipe de programmeurs et de camps qui résoudront les secrets les plus profonds des marchés financiers. Avançons de plusieurs années et Simon, âgé de 37 ans et grand fumeur, remporte la plus haute distinction de la Société américaine de mathématiques, équivalente au prix Nobel pour les mathématiques. Ed Wheaton à Princeton a appliqué cela à la théorie des cordes, tandis qu'en Russie, d'autres l'ont utilisé pour la matière condensée. Son travail sera cité des milliers de fois et mènera à des avancées majeures en physique. Microsoft l'utilise dans ses recherches sur les ordinateurs quantiques et l'intelligence artificielle. Simons, au sommet de sa carrière, désire toujours richesse et pouvoir. Il avait déjà investi dans l'entreprise de revêtement de sol de son ami. Les affaires prospéraient et il venait de vendre la moitié de leur entreprise, procurant à Simons un bon retour sur investissement. Simons confie le bénéfice de cette aventure à son ancien étudiant Charlie Freifeld. Charlie conçoit des modèles pour prédire le prix des matières premières selon différents facteurs. Avec la flambée des prix du sucre, Simons réalise un rendement de 1000%. Ce gain rapide et inattendu réveille le géant endormi en Simons. Il se souvient des ressemblances entre la modélisation de Charlie et son article écrit à l'Institute for Defense Analysis. Il est aussi las de la vie académique. Il souhaite un autre défi avec une récompense différente. À 39 ans, en 1977, Simon est convaincu que le marché des devises offre des opportunités majeures à ceux qui savent comment les exploiter. Il choisit de se lancer, passant d'universitaire respecté à légende de l'investissement. Vous savez, j'ai décidé d'essayer une toute autre carrière et donc je me suis lancé, pour ainsi dire, dans le secteur de la gestion de fonds. En 1978, Simon quitte Stony Brook pour créer Moneymetrics, sa société d'investissement, non issue de l'argent et de l'économétrie. Il utilise ses connaissances pour créer des algorithmes afin de repérer des schémas subtils dans les mouvements des prix des actifs. Il associe ses connaissances à son expérience à la tête du département de mathématiques de Stony Brook. Simons commence à chercher des mathématiciens talentueux pour l'aider à trouver des moyens d'exploiter les schémas qu'il pense exister sur le marché. Il ne tarde pas à y réunir des cerveaux très compétents pour commencer à résoudre les mystères du marché. Maintenant que Simon a constitué une équipe, il cherche des financements. Il veut lever 4 millions de dollars, mais il n'atteint pas son objectif. Cependant, il lance quand même le fonds. Il est temps de rencontrer son destin. Les employés de Simons trade en combinant fondamentaux et intuition. L'une des premières opportunités que Simons et ses collègues repèrent est la livre sterling. Ils pensent que la livre est maintenue artificiellement à un niveau bas, alors ils commencent à acheter. À mesure que la valeur de la livre augmente, ils continuent d'en acheter davantage. Ils identifient ensuite des opportunités similaires dans le yen, le Deutschmark et le franc suisse. Le fonds est rapidement passé de moins de 4 à plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais les bons moments ne dureront pas éternellement. Les investisseurs n'arrêtent pas d'appeler Simons. Avant, c'était pour exprimer leur gratitude et leurs félicitations. Maintenant, ils appellent pour demander pourquoi ils perdent autant de leur argent. Simons devient déprimé à mesure que ses pertes s'accumulent. Parfois, j'ai l'impression d'être juste un type qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, confie-t-il à un collègue. Un jour, tout me réussissait. Je me sentais génial. Le lendemain, tout allait mal, je me trouvais idiot. Ce métier mettait les nerfs à rude épreuve. Simons, habitué au défi, n'allait pas céder si facilement. Sois persévérant, n'abandonne pas facilement. C'est un de mes principes. Il développe une approche basée uniquement sur des algorithmes, sans dépendre de l'intuition humaine. Après avoir lancé son système, Simons accumule rapidement des contrats à terme sur les pommes de terre. Simons ignore pourquoi il achète autant de contrats à terme sur les pommes de terre, mais il fait confiance à son système. Peu après, il reçoit un appel de la Commission des opérations de bourse sur marchandises.
Ils sont très mécontents que Simmons monopolise le marché des pommes de terre. Simmons trouve ça amusant. Les régulateurs ne le sont pas. Ils obligent Simmons à vendre sa position, ce qui lui coûte des millions de dollars. Après la défaillance du trading automatisé sur le marché de la pomme de terre, Simmons change de stratégie. Il choisit cette fois l'investissement axé sur la valeur. En 1982, Simmons renomme la société Renaissance Technologies pour montrer leur intérêt pour les nouvelles entreprises technologiques. À ce moment-là, certains traders de la société estiment qu'il est inutile de perdre du temps à développer des systèmes de trading automatisés alors qu'ils gagnent déjà tellement d'argent grâce à leur intuition et leur instinct. Après des résultats mitigés et des conflits avec ses collègues, Simmons veut développer de nouvelles méthodes automatisées de trading. Je ne savais pas comment recruter pour le trading fondamental. J'en avais embauché quelques-uns. Certains gagnaient de l'argent, d'autres non. Je n'arrivais pas à en faire une entreprise, mais je savais comment recruter des scientifiques. Cette fois sera différente. Simmons est déterminé à trouver le saint Graal du trading automatisé. En mars 1988, Simmons lance le fonds qui le propulsera au statut légendaire de dos argenté. Le fonds Médaille fait référence aux distinctions en mathématiques reçues par lui et ses collègues. Les anciens styles d'investissement de Simmons privilégiaient l'achat et la conservation à long terme. Après des recherches approfondies, il découvre que certains schémas sont plus facilement exploités sur une période de plusieurs jours, heures ou minutes, plutôt que sur plusieurs semaines ou mois. Le fonds Médaillon exploite des schémas à court terme identifiés par Simmons et son équipe via une modélisation mathématique rigoureuse. Renaissance repose uniquement sur des modèles. Environ 10% des transactions de la nouvelle entreprise sont à long terme. En 1990, juste un an après la mise en place du nouveau système de trading, le fonds gagne 1 million en une seule journée. Pour fêter cette étape, Simmons ouvre du champagne pour l'équipe. Peu de temps après, les bureaux de Renaissance sont remplis presque tous les jours de collègues qui s'y rendent du champagne en pleine journée. Cette pratique cesse rapidement pour des raisons évidentes. À la fin de 1990, Medellín réalise un rendement de 56% net de frais. Après 10 ans dans l'investissement, Simmons gère seulement 45 millions, contre des centaines de millions pour ses concurrents. Il veut développer l'entreprise, persuadé d'avoir trouvé son saint Graal et tester ses limites. Un problème subsiste, personne ne veut investir dans le fonds. Malgré des gains de 56% en 1990 et près de 40% en 1991, les investisseurs demeurent sceptiques envers cet universitaire, dont les rendements élevés reposent sur des modèles mathématiques secrets. Ils doutent aussi des frais élevés facturés par le fonds. 5% fixe, 44% sur gain. Vous avez offert de gros gains à vos investisseurs. Oui, nous avons obtenu de bons rendements. Je me suis vraiment énervé contre mes investisseurs. Comment pouvez-vous facturer des frais aussi élevés? J'ai dit, d'accord, vous pouvez retirer votre argent. Alors que Wall Street facture généralement 2% des actifs et 20% des profits, 2 et 20, Simmons demande 5 et 44. Certains investisseurs potentiels et employés de Renaissance soupçonnent Simmons de mener une arnaque. Le succès du fonds Medellín rassure les investisseurs inquiets. En 1993, Simmons gère 280 millions. Mais il a un problème. Avec autant d'argent à investir, il se heurte à des contraintes de liquidité. Il ne peut plus accepter d'argent de nouveaux investisseurs sans que générer des rendements attractifs devienne plus difficile. Simmons craint que sa stratégie ne cesse de marcher à mesure que leur taille sur le marché augmente. Il ferme donc le fonds aux nouveaux investisseurs et devient plus secret, demandant aux clients d'appeler un numéro pour écouter un message sur les résultats du fonds. Il dit également aux clients de s'adresser aux avocats de Renaissance s'ils souhaitent obtenir des mises à jour plus détaillées sur le fonds. Il craint que la récente notoriété du fonds n'attire des concurrents cherchant à voler des informations sur les activités de Médaillon. Tout le monde a signé un accord de confidentialité à vie et ainsi de suite parce que vous savez, nous sommes très secrets sur ce que nous faisons.
Les actifs de Médalion grossissent vite grâce au profit. Gérant 600 millions, Simon fait face aux contraintes de taille. Certains employés proposent de plafonner le fonds à 600 millions et de reverser 200 millions chaque année aux investisseurs. Simon a d'autres plans. Il veut devenir milliardaire. C'est agréable d'être très riche. Jusqu'ici, le Medallion Fund s'est concentré sur les obligations, devises et contrats à terme. Désormais, Simon vise le marché boursier, une étape qu'il a toujours souhaitée. Cependant, lui et l'équipe de Renaissance ont eu du mal à adapter leur système de trading aux actions. Le système de trading d'actions de Medellin est lancé en 1995. Simon s'investit 35 millions dans les actions, mais les profits chutent en augmentant la mise. L'équipe adapte alors le système avec l'apprentissage automatique dans les modèles informatiques. Eh bien, dans un certain sens, ce que nous avons fait avec l'apprentissage automatique, vous examinez beaucoup de données et vous essayez de simuler différents schémas prédictifs jusqu'à ce que vous deveniez de plus en plus performant. Un jour, un employé de Renaissance examine le code de leur système de trading d'actions et remarque qu'une entrée pour le S et P500 est un nombre statique et non un nombre adaptatif qui change avec les mouvements du marché en temps réel. Le système utilise la valeur du S et P500 de 1991 pour tous ses calculs. Après correction de l'erreur, le système génère des profits supérieurs aux attentes de Simons. En 1997, Medellin gère plus de 900 millions. Peu après, Simons devient milliardaire et le fonds Medellin devient l'un des plus performants. De 1988 à 2021, il affiche un rendement de 4,3 millions %. Chaque dollar investi en 1988 a généré 43 000 $, 24 $ investis à l'époque auraient rapporté. Milliardaire en 2021, comme Simons l'a dit, il a gagné beaucoup d'argent et en a donné la plupart. Comme d'autres milliardaires, il se sent responsable d'utiliser sa fortune pour soutenir des causes importantes. Pour Simons, l'éducation des enfants américains est prioritaire. Il estime que de nombreux emplois pour mathématiciens paient bien plus que l'enseignement. Selon lui, seul l'argent pourrait inciter plus de mathématiciens à devenir enseignants et améliorer l'éducation. Il verse désormais 100 000 $ sur 5 ans à 420 enseignants boursiers pour compléter leur salaire. Je veux rendre ce métier plus attractif. Simons, à travers sa fondation, donne de l'argent pour aider à comprendre les processus qui mènent au développement de la vie, parmi d'autres causes. Il a créé une fondation pour faire avancer la recherche et le traitement des troubles autistiques. Mais Simons n'a pas seulement contribué au monde par sa charité et ses dons en argent, il l'a aussi fait en tant que praticien. Au cours de sa carrière universitaire, Simons a coécrit un article de mathématiques qui est devenu très important dans divers sous-domaines de la physique. Né en mathématiques, la théorie de Chern-Simons a été adoptée par les physiciens, ouvrant de nombreuses possibilités. Contrairement à de nombreux investisseurs renommés présentés ici, Simons n'a pas dominé un seul domaine. Il a excellé dans 2 carrières, enseignant au Massachusetts Institute of Technology et à Harvard, remportant le prix le plus prestigieux en mathématiques, puis repartant de zéro pour devenir le plus grand investisseur de tous les temps.